En l'occurrence, le prochain sujet qu'a décidé de soulever l'UDECAM est justement la façon dont les éditeurs et les marques médias s'engagent d'un point de vue éditorial et comment est-ce que, à partir de là, les antennes et les rédactions intègrent elles aussi ces engagements. Comment est-ce qu'enfin on va peut-être mesurer les engagements éditoriaux RSE des marques médias pour pouvoir également mesurer l'impact de ce contenu éditorial et puis mesurer intégrer cette responsabilité éditoriale dans la mesure RSE des campagnes et des médias. Voilà, sujet de cette table ronde, quel rôle à partir de là pour les annonceurs et pour les agences médias. Je vais appeler François Quérel, directeur de la rédaction de 100% Médias pour animer cette table ronde. Et l'une des 9 sages de l'ARCOM qui a accepté l'invitation de l'UDECAM, elle est conseillère à la Cour de cassation, Laurence Péco-Rivolier, Florence Lelibou, directrice RSE de Publicis Média, Basma Bonnefoy, DGA en charge des moyens et organisation et de la RSE des radios, RTL, RTL2 et Fun Radio, Maud Lévrier, directrice déléguée de Ouest France, Corinne Brégène, directrice générale Les Échos, Le Parisien, partenaire et Chief Impact Officer du groupe, et Livia Sorin, directrice des relations institutionnelles et secrétariat général de France Télévisions. Merci Charlotte, bonjour à tous. Ravi en tout cas d'animer cette table ronde qui s'annonce passionnante, enjeu éditorial et de contexte. Aujourd'hui, dans cette table ronde, on va parler de l'ensemble des piliers de la RSE, puisqu'on a parlé beaucoup d'environnement il y a un instant, mais il y a plein de choses dans la RSE, autant d'ailleurs que la diversité du plateau d'aujourd'hui. On va parler d'inclusion, de diversité, d'égalité entre les hommes et les femmes, et puis globalement, la transformation des entreprises de médias, qui, on le verra, a un réel impact sur la population, de par son audience. En préparant cette table ronde, notamment avec Corinne Brégène, je disais ce qui se voit, pour reprendre le slogan d'une marque de yaourt, je crois, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, en fait. Et on verra qu'aujourd'hui, dans la diversité aujourd'hui, vous avez un vrai impact sur le marché, sur les annonceurs également, qui tiennent absolument à leur contexte. Et c'est aussi le rôle des agences médias, puisque chacun est représenté aujourd'hui. Donc autour de la table, la presse nationale et digitale, la presse régionale, la télévision, la radio, et puis les agences médias, là, à travers Florence Lelibou qui est là, qui est directrice RSE de Publicis Média. Et puis on a le plaisir également d'accueillir Laurence Péco-Rivolier, qui est conseillère à la Cour de cassation et membre de l'ARCOM. Merci en tout cas d'être là. Et pour démarrer, je vais vous donner la parole, puisque vous allez nous présenter une partie du travail de l'ARCOM, qui est souvent très attendue par le marché publicitaire, puisque vous allez parler de la place des femmes, notamment dans la publicité, avec... allez, on va dire un petit rafraîchissement pour nous montrer aujourd'hui où on en est. D'accord, je vous laisse la parole. Oh, c'est formidable. Donc l'ARCOM, vous le savez, je pense, parce qu'en ce moment, on a quelques sujets d'actualité. L'ARCOM, c'est le successeur du CSA, donc le régulateur des médias en général. Et depuis un an, nous essayons d'étendre cette régulation avec l'aide du législateur et de la Commission européenne aux réseaux sociaux et aux plateformes du numérique, ce qui évidemment est une tâche complexe. En matière de publicité, vous le savez peut-être également aussi, nous avons un rôle particulier puisque nous sommes le régulateur des communications commerciales audiovisuelles, ce qui inclut la publicité, le parrainage, le placement des produits et téléachats, et on s'en occupe aussi bien sur les supports télévision, radio et SMAD. La particularité de cette régulation, d'ailleurs comme pour les autres régulations des médias, c'est qu'on n'intervient pas a priori, on ne vérifie pas les contenus, mais lorsqu'on a des signalements, on a la possibilité d'aller vérifier ce qui s'est passé. S'il y a une infraction à la législation dans le cadre d'une publicité, nous pouvons intervenir. Seconde particularité, nous n'interviendrons pas vis-à-vis des publicitaires parce que nous, nos interlocuteurs, c'est ceux qui diffusent, c'est les radios, c'est les télévisions. Donc si jamais il y a détection d'une problématique, nous interviendrons sur les diffuseurs et à ce moment-là, nous pouvons avoir un système
de sanctions applicables. La très bonne nouvelle, c'est que nous travaillons avec les régulateurs internes des milieux publicitaires et notamment la RPP, et que nous ne sommes pas encore intervenus sur une situation de publicité abusive. Alors, dans quel contexte il pourrait y avoir abus? Eh bien, notamment s'il y a atteinte à la dignité des personnes, et c'est particulièrement le cas pour ce qui concerne la dignité des femmes, et c'est le sujet sur lequel je vais venir maintenant. Alors, on a eu des sujets très très lourds en matière de RSE depuis ce matin. Ces sujets-là ne nous sont pas inconnus, bien évidemment. Tout ce qui est impact environnemental, c'est une préoccupation constante dans les discussions que l'ARCOM a avec les diffuseurs et les éditeurs. Nous avons un certain nombre de chartes et on va, comme vous, essayer maintenant d'en faire un sujet prioritaire d'avancer sur toutes les discussions que nous avons avec nos différents interlocuteurs. Mais un sujet peut-être un petit peu plus léger, c'est la place des femmes dans la publicité. Et nous avons réalisé en 2017 une première étude, puisque la RPP, encore une fois, fait de la régulation interne, mais nous voulons vérifier ce qu'il en est lorsqu'on regarde plus attentivement les publicités. Nous avons renouvelé cette étude en 2022 pour savoir s'il y avait eu des évolutions. Alors, il y a eu des évolutions tout à fait positives, et c'est la première chose que je voudrais dire, c'est que désormais, dans les publicités, les femmes sont majoritaires à 51%, mais ça ne suffit pas, parce qu'être présent dans une publicité ne suffit pas à considérer que la place des femmes a évolué. Le deuxième point, et celui-là est vraiment très positif, c'est qu'en 2017, on avait constaté que les femmes dans les publicités n'avaient un rôle d'expert que dans 18% des cas. Nous avions vraiment attiré l'attention des publicitaires sur ce point-là, que faire de la figuration, c'était bien, mais apparaître dans un rôle de connaisseur, c'est peut-être un peu mieux. Et la progression est flagrante, puisque 5 ans après, nous sommes à 34% des femmes en rôle d'expert dans les publicités. C'est quand même significatif. Il y a encore un petit pas à franchir. Je rappelle que les femmes sont aujourd'hui plus de 50%. Et puis, troisième élément positif, alors celui-là est plutôt vraiment sympathique, c'est que parfois, les publicités sont même en avance sur leur temps lorsque les femmes apparaissent dans les publicités, et que notamment, c'est le cas dans 2 domaines. Aujourd'hui, les hommes dans les publicités sont majoritaires parmi les personnes qui s'occupent du ménage et qui s'occupent seules des enfants. Et à l'inverse, et c'est à noter aussi, dans les publicités toujours, les femmes sont majoritaires pour occuper des fonctions scientifiques, vous savez, avec les blouses blanches, et sont aussi majoritaires pour conduire les véhicules. Ça, c'est moins intuitif. Bon, c'est vrai que c'est souvent plus des petits véhicules que des grands véhicules, et quand on se retrouve à savoir qui fait l'achat de l'automobile, ça reste quand même l'homme. Ça, c'est quand même les tendances moins positives. Il y en a un certain nombre. On est toujours quand même beaucoup dans les stéréotypes quand on regarde les publicités. On se rend compte que quand même, il y a des domaines qui sont quasi exclusivement féminins. C'est tout ce qui est esthétique et produits de beauté. Il y a des domaines quasi exclusivement masculins. C'est le secteur de l'automobile, c'est la technologie, c'est un certain nombre de produits qui sont quand même un peu plus répertoriés masculins et qui continuent à l'être. Ce qui est un peu plus gênant, parce qu'après tout, on peut se dire que les stéréotypes font partie de la vie humaine aussi. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que, par exemple, les femmes apparaissent beaucoup plus dans les rôles sexualisés et surtout dans les rôles dénudés. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un personnage dénudé sur l'écran, bah, c'est une femme. Alors, petit progrès, c'est moins... Quand un personnage apparaît dénudé, il y a une petite connexion avec le thème de la publicité. C'est par exemple pour les crèmes de beauté. C'est moins à côté de l'automobile, comme on a pu constater il y a très longtemps. Là-dessus, on a quand même pas mal évolué. Donc voilà, je crois quand même qu'on reste encore très stéréotypé, mais il y a des progrès qui ont été faits. Alors un petit focus, parce qu'il est quand même amusant, l'ARCOM s'amuse de temps en temps dans ses études, et nous avons fait des études, notamment en matière de jouets, puisque c'est quand même un secteur sur lequel on sait que les stéréotypes
sont les plus à la fois caricaturaux et puis porteurs dans l'avenir de la représentation que nos jeunes se font de leur rôle genré. Alors qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié non pas le jouet lui-même, on l'a fait, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a étudié le vocabulaire employé quand il s'agit de jouer filles et de jouer garçons, ou quand il s'agit de filles et de garçons. Alors là, vous avez un nuage de mots, et ce qu'on constate, c'est que quand c'est les garçons, c'est l'aventure, c'est l'interactivité, c'est l'imagination. Quand c'est les filles, c'est la créativité, c'est la douceur et c'est la description des objets. Donc, on se rend compte avec l'étude de ces mots employés qu'en fait, on est complètement genré dans l'expression de la description des jouets filles et garçons. Et puis, c'est mon dernier petit focus. On avait aussi, il y a 5 ans, beaucoup attiré l'attention. Ça ne vous étonnera pas, des publicitaires sur le fait que le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, stop, quoi. Il y a un moment donné, il faut réussir à sortir de ça. Et alors, on a été écoutés, mais ce qui est très drôle, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, donner du jouet bleu à une fille ne pose aucun problème. On a avancé. Par contre, donner du jouet rose à un garçon, ça, c'est no way. Là-dessus, on n'a pas du tout bougé. À la limite, on veut bien des couleurs neutres, mais associer le rose à un garçon, c'est pas possible. Donc, comme pour le vocabulaire courant, eh bien, en fait, quand on veut faire du neutre, on fait du bleu, on fait du garçon. Voilà un peu les enseignements principaux de cette étude qui est beaucoup plus dense que ça et beaucoup plus importante. Je vous y renvoie. Mais c'était une présentation sommaire et c'était aussi dans ce cadre un peu difficile que vous avez aujourd'hui de responsabilité. Et je félicite l'UDECAM pour cette organisation que je souhaitais avoir cette petite présentation. Merci beaucoup. Voilà, un peu de légèreté, même si c'est des sujets qui peuvent s'imprimer aussi pour les uns et les autres. Hein. Vous avez les bonnes personnes en face de vous. J'ai une ou deux questions récemment. On parle beaucoup de responsabilité sociétale et éditoriale des médias. C'est le thème de la table ronde. On va interroger nos invités dans un instant. Mais Madame la conseillère, juste un mot. Vous, l'ARCOM avec les médias, là vous êtes dans la constatation, mais vous êtes aussi en charge de signer des conventions. Récemment, TF1 et M6 ont renouvelé leur convention pour 10 ans. Pour leur fréquence TNT. Est-ce que ces éléments RSE sont intégrés dans ces nouvelles conventions et de quelle façon ? Alors effectivement, dans les conventions, ces éléments RSE sont absolument majeurs. Simplement, il y a des éléments qui peuvent figurer directement dans les conventions parce qu'ils sont chiffrables. La particularité des conventions que nous signons, c'est que lorsqu'elles ne sont pas respectées, nous pouvons sanctionner. Donc, nous ne pouvons mettre dans la convention que des éléments que nous pouvons véritablement contrôler et vérifier. C'est le cas pour tout ce qui concerne place des femmes, pour tout ce qui concerne la diversité, la présence d'images sur le handicap, de tous les thèmes vraiment sur lesquels nous voulons attirer l'attention RSE et que nous pouvons calculer. Pour ce qui concerne l'environnement, comme par exemple aussi ce qui concerne les alimentations et les chartes, ce qu'on appelle les chartes alimentaires, on est dans ce qu'on appelle chez nous le droit souple. Donc la signature d'engagement direct de chacun des partenaires sur un certain nombre d'indicateurs qui veulent faire évoluer. Pour l'instant, on l'a très peu dans les conventions, mais beaucoup dans des chartes et dans des engagements volontaires de nos médias que nous apprécions particulièrement. Voilà, vous restez avec nous, vous réagirez peut-être. Alors justement, on a parlé de télé et de radio. Je vais démarrer avec nos deux invités qui représentent ces deux médias. Livia Sorin, directrice de relations institutionnelles chez France Télévisions. Et puis, je donnerai la parole également à Basma Bonnefoy, DGA des radios RTL, RTL2 et Fun Radio, les radios du groupe M6. D'abord, Livia, un mot de ce que vous avez vu là actuellement, la représentation des femmes dans la publicité. Et globalement, c'est la représentation des femmes dans les médias. Aujourd'hui, on en est où? Alors évidemment, vous diffusez les publicités que les créatifs vous envoient sur l'ensemble de vos écrans, mais il y a le reste de l'antenne aussi et il y a l'impact que vous pouvez avoir en tant que média TV et surtout en tant que média public.
Merci beaucoup. Oui, alors peut-être déjà revenir effectivement sur très rapidement sur cette étude et sur le rôle de la publicité. Nous, on est convaincus que la publicité, elle a un rôle majeur en ça qu'elle arrive à rendre désirable ce qui peut être vertueux. Et à cet égard, il faut pas négliger ce rôle-là. On l'a vu sur la lutte contre les stéréotypes de genre et sur la capacité aussi à véhiculer d'autres images sur le rôle et la place des femmes que celui ou celle qu'elles pouvaient avoir traditionnellement par le passé. C'est extrêmement intéressant. Et nous, on croit aussi, côté médias et à France Télévisions, que la publicité, elle a vraiment un rôle positif à jouer et qu'il convient que nous, médias, on puisse l'accompagner. C'est valable en matière d'environnement. Je ne reviendrai pas sur la table ronde précédente avec la mise en place de ces nouveaux outils comme des calculettes carbone pour aider les annonceurs à prendre en compte aussi l'impact carbone de leur production, comme les écrans green qu'on a mis en place et pérennisés avec l'ADEME pour encourager aussi la mise en avant de produits plus vertueux. Et on pense aussi que la publicité, elle peut s'engager pour des causes. Et à cet égard-là, c'est un outil particulièrement intéressant. Je le dis sous le contrôle de Laurence Pécorivolier, il nous arrive très ponctuellement à France Télévisions de demander des autorisations pour faire de la publicité après 20h dans le cadre de ce qu'on appelle des écrans caritatifs. C'est dans notre cahier des charges. Et on le fait par exemple pour le Téléthon, on le fait pour le SIDAction. Et en fait, ces écrans publicitaires, on en reverse tous les bénéfices à des associations. Et on sensibilise aussi, dans ce cadre-là, nos téléspectateurs à ces opérations. On l'a fait aussi, j'entendais parler de biodiversité, et ça c'est extrêmement intéressant. On a testé pour la première fois avec un prime qui s'appelait Aux arbres citoyens, une nouvelle stratégie qui était double. On avait à la fois une autorisation pour quelques écrans publicitaires après 20h, dont le bénéfice était reversé à France Nature Environnement. Et en parallèle, on a aussi mis en place un appel aux dons, puisque dans ce prime, il y avait tout un ensemble de projets de soutien à la biodiversité que nos téléspectateurs découvraient, et ils pouvaient également eux-mêmes directement faire leurs dons. Et c'est cette idée aussi, quelque part, de fertilisation croisée qui me paraît intéressante. Pour revenir à notre sujet de représentation des femmes dans les médias au-delà de la télé, enfin de la publicité, il y a un autre rapport de l'ARCOM qui est tout aussi intéressant là-dessus et qui montre en fait que les femmes, elles occupent à peu près, je crois que c'est 44% du temps d'antenne et 36% du temps de parole. Bon, même si ça tend vers la parité, au niveau temps de parole, on n'y est toujours pas. Sur France 2, puisque les chiffres sont donnés par l'ARCOM, nous, on est à 55% de femmes dans tous nos visages à l'antenne, avec 53% du temps de parole, parce qu'on part du principe que la lutte contre les stéréotypes de genre et l'égalité, c'est vraiment dans notre ADN de médias de service public. Et on ne s'arrête pas justement à mettre en avant des femmes à certains types de fonctions, puisque 57% des experts qui interviennent en plateau sur France 2 sont des expertes. 57% des présentateurs sont des présentatrices et 51% des journalistes sont des femmes. Donc là-dessus, on essaie, nous aussi, d'être exemplaires, pas que sur nos visages, mais aussi dans toute notre offre. On a une offre de fiction qui est particulièrement portée et incarnée par des personnages féminins très forts. Je ne sais pas si vous avez vu une série qui va démarrer sa saison 2 qui s'appelle Marianne, incarnée par Marie Louberry, qui joue une juge d'instruction très très pugnace. Astrid et Raphaël, une série incarnée par deux femmes, donc les deux personnages principaux sont des femmes. On a également un souci de parité en matière de sport. On expose du sport féminin régulièrement sur nos antennes. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais le Tour de France féminin a fait son apparition sur nos antennes l'année dernière. Ça a été un vrai succès d'audience. On continue de diffuser avec une grande joie le tournoi des 6 nations féminins aux côtés du tournoi des 6 nations masculins. Et pareil, là aussi, on enregistre des succès d'audience absolument inégalés. Donc on est ravis et on continuera avec les JO de Paris de faire ce qu'on avait fait dans le cadre des JO de Tokyo, c'est-à-dire d'avoir une équipe de consultants entièrement paritaire et de ne pas réserver le commentaire sportif de discipline, le commentaire sportif réalisé par des fans à des disciplines féminines. Nous, les femmes, elles commandent toutes les disciplines à France Télévisions et pas que les disciplines masculines. Alors du côté de la radio, sur le groupe M6, RTL, RTL2 et Fun Radio, Basma, vous m'avez dit en préparant cette table ronde qu'à la rédac de RTL, vous aviez des indicateurs. Alors on parle souvent de mesures d'indicateurs, on a encore du mal, on arrive à mesurer l'impact environnemental plus ou moins, on l'a vu ce matin, mais c'est vrai que sur ces autres impacts, on va dire, représentation, on arrive à avoir des données, mais ça reste des données souvent qualitatives, on a du mal à avoir du quantitatif. Et vous, à la rédac de RTL, on parlait tout à l'heure de la place des experts, notamment, c'est-à-dire quand on veut illustrer, nous les journalistes, une information, on n'appelle pas automatiquement un homme, on essaye d'équilibrer entre... Et vous tenez carrément des tableaux, il doit y avoir des Excel, c'est ça chez vous. Vous forcez, entre guillemets, alors je ne sais pas si c'est forcé, mais en tout cas, vous engagez les journalistes à faire en sorte qu'il y ait autant d'experts que d'expertes qui interviennent.
Alors effectivement, sur les sujets de responsabilité sociétale, on a fait le choix d'adopter un mode opératoire identique, quelle que soit la problématique. Et donc ce mode opératoire se décline en trois sous-actions. C'est mettre en place des outils de reporting et de mesure, ou des outils d'accompagnement de la politique. 2, de former les collaborateurs, que ce soit les collaborateurs de l'antenne ou ceux qui contribuent à fabriquer les contenus. Et 3, avoir une symétrie dans nos actions, c'est-à-dire que tous les enjeux qu'on porte à l'antenne sont aussi des enjeux portés au sein des équipes. Donc plus clairement dit, c'est pour porter des enjeux de parité, c'est mieux si c'est porté par des équipes paritaires. Donc on essaie de jouer sur ces 3 outils. Sur Internet, par exemple, vous avez mis que maintenant des binômes. Exactement. Un homme et une femme, c'est ça? Alors justement, donc, on a mis en place un certain nombre d'outils de reporting et donc dans la construction de la grille des programmes, chaque saison, on a mis l'année dernière un indicateur concernant la représentation des femmes qui nous a conduit à installer des binômes sur toutes les tranches info. Donc on a un homme et une femme. Et donc quand on regarde les tranches... C'était facile ça, puisque on parlait tout à l'heure par exemple des commentatrices, et c'est vrai que dans les rédactions sportives, c'est très compliqué de féminiser, tout simplement parce que les écoles de journalisme ne forment pas assez de journalistes femmes intéressées par le sport. J'en appelle aussi aux écoles de journalisme. Ça a été facile justement de pouvoir arriver à cette parité? Alors installer des binômes sur nos tranches info, il n'y a pas eu de frein au changement et ça a été assez facile. Là où c'est plus compliqué, c'est effectivement sur des thématiques comme le sport ou les sciences, où on a des difficultés à les sourcer des journalistes féminines. Donc on essaie de nouer des partenariats avec des écoles pour aller trouver dès la sortie d'école des journalistes femmes qui puissent incarner à l'antenne ces thématiques-là. Sur la question des experts, effectivement, on avait un frein. Alors on nous disait, les programmateurs, ah ben non, mais en fait on n'a pas d'experts femmes sur telle thématique ou telle autre. Et on a noué un partenariat avec TooGap, qui est un annuaire professionnel féminin, qui permet justement de contourner toutes ces difficultés liées à des freins au changement et à des habitudes de travail où on reprend les mêmes experts pour les mêmes thématiques, qui permet en fait d'embarquer les équipes dans ces politiques-là. Donc effectivement, le reporting, il ne sert pas uniquement à piloter ces indicateurs-là, mais également à accompagner les équipes qui ont des indicateurs pour arbitrer éditorialement des choix qu'ils peuvent faire en fonction de là où ils se situent sur ces indicateurs-là. Ça fonctionne également pour le handicap, pour la représentation aussi, qui n'est pas que des urbains, que des ruraux, qui est des personnes issues de tous bords également, les représentations sociales également. Comment on arrive à calculer? On met des numéros, à la fin du mois on calcule? On qualifie les données en amont, donc effectivement ça a été un travail. C'est des bonus que vous mettez? Comment ça fonctionne? C'est des tags en fait, on tag dès qu'il y a un sujet qui concerne la lutte contre les stéréotypes ou les violences sexistes, c'est tagué en amont au moment où le sujet est rentré dans nos outils, ce qui permet ensuite au moment où il est diffusé de pouvoir avoir des statistiques quasi quotidiennes. Et donc sur le handicap, effectivement, on va reproduire ce qu'on a fait avec TooGap, avec Vivre FM, en mettant en place un annuaire d'experts handicap. Juste, si je peux me permettre d'intervenir, effectivement, l'ARCOM a aussi un outil pour tous ces éléments-là. Alors évidemment, on ne peut pas calculer comme pour les femmes. Donc on appelle ça le baromètre de la diversité, qui est sur la perception de ce qu'on voit à l'antenne. Alors moins à la radio, plus à la télé. Et à la radio, évidemment. Mais alors à la radio, évidemment, on est un peu sur des systèmes différents. Quoi qu'il en soit, on a évidemment beaucoup avancé sur les femmes. Sur le handicap, on est à 0,8% de représentation du handicap. Donc, il y a vraiment des domaines sur lesquels on sait qu'il faut qu'on avance, et c'est très bien que chacun ait ses indicateurs pour le calculer au fur et à mesure. Demain, peut-être avec toutes ces calculettes carbone, ça va donner des idées avec des calculettes pour aller un peu plus loin. Corinne Bregène, directrice générale des Échos Parisiens Médias Partenaires et Chief Impact Officer du groupe Les Échos Le Parisien.
D'abord, je voudrais t'interroger sur moi qui m'a marqué, celle du Parisien, sur les congés menstruels chez Carrefour. Alors là, ça coche un peu toutes les cases. D'abord, c'est la une d'un quotidien populaire comme Le Parisien. C'est également une grande entreprise, premier employeur français qui parle de ce sujet, qui prend des mesures donc, qui vont être impactantes. Et puis, un sujet dont on parle assez peu, en fait, dont on parlait assez peu, et qui aujourd'hui est en train évidemment de se démocratiser et qui fait partie également de l'égalité entre les hommes et les femmes, comme on traite les uns et les autres. Comment on en est arrivé là, toi qui es Chief Impact Officer, pour qu'à un moment, un journal comme Le Parisien fasse la une là-dessus, sur ce sujet-là, qui n'est pas forcément évident? Peut-être juste pour le rappel de la une en question. Donc la une, elle précisait que Carrefour, c'était en mars dernier, que Carrefour octroyait aux femmes qui souffraient d'endométriose la possibilité d'avoir un congé au maximum de 12 jours par an. Donc ça c'est vraiment Merci factuellement. pour la précision. Voilà, c'était factuellement la une et le sujet en question. En fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, ce qui se transforme à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que le résultat de cette une et d'autres unes, peut-être on peut les évoquer, on pourra les évoquer rapidement. Récemment, avec un papa engagé. Oui, inclusif. Ou la une sur le rapport du GIEC en mars dernier, dans Le Parisien également, qui titrait on peut encore agir, donc de façon en plus positive et constructive. Ou le dossier spécial il y a quelques semaines dans les éco-entrepreneurs. C'est un dossier spécial pour valoriser la position des femmes créatrices d'entreprises et dirigeantes d'entreprises. Et en fait, la maquette avait été revue. Les éco-entrepreneurs, normalement, ça s'écrit RS. Et là, il y avait un très grand E, les éco-entrepreneurs, pour justement faire le clin d'œil, même grammaticalement parlant. Alors, comment on arrive à ça? Je pense qu'on arrive à ça par un alignement de ce qui se passe à l'interne pour peser à l'externe. Quand on a, il y a 4 ans, mis en place la stratégie engagement responsable sous l'égide de Pierre Louette, on a d'abord énoncé et publié une raison d'être, favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. En fait, on a fixé un cap et puis on a fixé une trajectoire. Je crois que ça, c'est très, très important. La trajectoire, c'était au travers des 2 leviers d'engagement qui sont agir en tant que média, agir en tant qu'entreprise. Pour un média, pour les médias comme les nôtres, c'est vrai qu'on pourrait se dire que le vrai impact et la vraie influence qu'on a, elle est vis-à-vis des parties externes, elle est vis-à-vis de nos audiences. Mais pour qu'elle puisse agir vis-à-vis de l'extérieur, il faut être extrêmement aligné à l'interne, extrêmement rigoureux à l'interne. Ça veut dire, et ça a été dit tout à l'heure, ça veut dire sensibiliser, ça veut dire expliquer sur le cap et sur la démarche, ça veut dire former, la formation, enfin former, on dit former, on croit que c'est... Former d'abord 700 journalistes, ensuite 1300 collaborateurs, dont 700 journalistes, c'est un énorme boulot. Former 700 journalistes quand on a 10 marques médias différentes, c'est pas la même formation. La formation qu'on est en train de monter aujourd'hui pour les journalistes, par exemple, du Parisien, et celle qu'on est en train de monter pour les journalistes des Échos, pour ne citer que ces 2 médias, elles sont radicalement différentes. Elles sont très différentes. C'est pas du tout les mêmes axes, c'est pas du tout les mêmes besoins, c'est pas du tout les mêmes attentes. Donc la formation, c'est déjà un chantier énorme en lui-même. La mesure, alors la mesure, là aussi, ça pourrait être facile de se dire on mesure, mais mesurer face à des rédactions, c'est pas évident non plus. Il y a des dashboards comme alors c'est plus facile dans les médias audiovisuels. Avant de parler des dashboards, la mesure, elle peut aussi poser la question. Elle peut aussi poser la question de l'indépendance des rédactions. L'indépendance des rédactions, c'est aussi de dire, parce que si vous mesurez, si tu mesures, ça veut dire que tu pilotes. Enfin, on le fait pour le temps de parole, on le fait pour le temps de parole politique. Oui, mais c'est une question. Enfin, face à des rédactions, en fait, les rédactions, c'est pas des collaborateurs, tu le sais, comme les autres. Un média, c'est pas une entreprise comme une autre. Donc en fait, il faut aussi faire avec cette question-là. Il faut se poser cette question-là. Enfin, en tout cas, on mesure. Pour mesurer, en fait, il suffit d'identifier un nuage de points pour pouvoir faire un point zéro de ce qu'est la mesure du traitement éditorial et aussi dans la partie événementielle de l'environnement, du climat dans l'environnement, mais de tout ce qui concerne socialement ou sociétalement l'inclusion,
l'inclusion, la diversité, la parité, enfin tous les sujets qui nous concernent là. Donc la mesure, c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est vraiment cette transformation. Et après, c'est l'alignement dans cette transformation. Parce que là aussi, c'est facile de dire, il y a qu'à... Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué de transversaliser. Par exemple, la question de mettre au cœur transversalement l'enjeu environnemental, les défis du dérèglement climatique, de les mettre dans toutes les rubriques. Parce que j'ai été nommée, en plus de mes responsabilités business, Chief Impact Officer. C'est quelque chose de se dire on va avoir une politique de développement durable. C'est autre chose que de transversaliser les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux à tous les métiers, à tous les collaborateurs, à toutes les strates de l'entreprise. Et en premier lieu, c'est quelque chose de compliqué de le transversaliser à tous les rubriques. Parce que c'est bien qu'il y ait des papiers, des rubriques sanctuarisées autour de la Terre, autour du dérèglement climatique, autour du rapport du GIEC. C'est autre chose que de se dire que cette notion, ce sujet-là, il doit traverser toutes les rubriques, la politique, la société, la culture, l'économie, tous les sujets, quoi. Donc ça doit être moins évident. C'est plus facile quand on est le Parisien, mais quand on est investir, justement, comment on parle de ça, en fait? Non, contre-exemple. Alors non, c'est là, pour le coup, Investir a été précurseur, puisque Investir a signé un partenariat il y a maintenant, parce qu'avec le Covid, on ne sait plus, juste avant le Covid. 2019, quelque chose comme ça. En 2019, absolument. Oui, ça, je me souviens quand même. En 2019, avec Vigéo, et a aujourd'hui un classement des entreprises suivant des critères qui sont des critères extra-comptables, donc des critères autres que les critères traditionnels, et à un supplément mensuel, Investir responsable, donc depuis maintenant 4 ans. Et il se trouve que c'est un carton en termes d'audience, c'est-à-dire qu'à chaque fois sur le numérique, c'est un carton absolu. Donc Investir, connaissance des arts aussi. Donc il n'y a pas que les Échos et les Parisiens ou Radio Classique. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que toutes les marques aujourd'hui sont empreintes de ce sujet-là, et la question de la transversalisation, elle est clé dans la transformation et dans l'influence qu'on peut porter. Et le dernier mot, je pense que ce qui est génial dans cette une de Carrefour, c'est aussi la valorisation de la capacité motrice et transformatrice des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien aujourd'hui de rappeler quand même que les entreprises, j'enlève le quand même, de rappeler que les entreprises, elles sont motrices en matière de transformation, de changement de mentalité et de changement de comportement. Et la une de Carrefour en a été une illustration explicite. J'interrogerai Florence dans un instant sur l'impact des annonceurs, le marché publicitaire. Mais je vais donner la parole à Maud Lévrier de Ouest France, la presse régionale qui représenterait le premier quotidien régional aujourd'hui, à vocation nationale aussi maintenant, là-dessus. Alors là, on a parlé effectivement de la représentation des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous avez aussi un autre rôle qui est un pied de la RSE, c'est d'aller voir toutes les populations. Voilà, jusque dans la cour de ferme, d'apporter le journal, d'apporter l'information, d'apporter la vraie information aussi, de l'information sourcée et vérifiée. Et je crois que vous en avez fait aussi d'une certaine façon une raison d'être chez Ouest France. Oui, alors on est un peu, on a été de vrais Monsieur Jourdain de la RSE, puisque Ouest France, et c'est assez peu connu, a un actionnariat très atypique, puisque l'actionnaire unique de Ouest France est une association loi 1901, et ce depuis les années 90. Et derrière tout ça, évidemment, le souhait de préserver contre vents et marées l'indépendance. On parlait tout à l'heure, Corinne parlait tout à l'heure de l'indépendance des rédactions, donc de préserver cette indépendance pour préserver à la fois la capacité à traiter de tous les sujets et nos valeurs qui sont formalisées aujourd'hui autour d'une charte des valeurs cette charte est portée par notre actionnaire. Donc évidemment, tout ça irrigue le quotidien de tous nos journalistes. On a environ 700 journalistes sur le terrain aujourd'hui chaque jour, plus des réseaux de correspondants qui viennent nous alimenter aussi en information très très locale, et finalement à la fois très locale et nationale, puisque le leitmotiv de Ouest France, c'est d'informer de la commune au monde. C'est aussi l'une de ses singularités. Et donc, si on doit résumer en un seul terme cette thématique-là, c'est l'accessibilité. À tous égards, c'est de l'accessibilité de l'information, parce qu'on ne va pas se mentir,
90% de la population française, et je m'inclus dedans, ne comprend pas l'intégralité des informations qui sont diffusées dans un certain nombre de médias très experts et qui ont toute leur place et tout leur rôle. Nous, notre mission, elle est d'aller chercher ces gens-là qui ont besoin d'être informés, a fortiori dans un contexte d'infobésité. Je ne vais pas vous faire le laïus sur les réseaux sociaux, le laïus sur les fake news, etc. Et quelque part, l'actualité et le contexte dans lequel nous évoluons rend notre mission qui nous irrigue depuis toujours, on ne peut plus actuel, et quelque part nos fondateurs ont fait preuve d'une très très grande modernité à l'époque où ils ont mis en place ce dispositif-là. Et donc c'est accessibilité dans la façon dont les journalistes écrivent, dans la compréhension, la vulgarisation. On a parlé des enjeux environnementaux, et un enjeu de vulgarisation et de compréhension de ces enjeux qui est absolument majeur. Donc c'est ce à quoi s'attelle. On sait que faire simple, c'est souvent beaucoup plus compliqué que de faire long. C'est comme faire synthétique versus faire long. C'est un travail qui est extrêmement complexe. L'accessibilité en termes de prix, puisque Ouest France reste l'un des quotidiens les moins chers de France. Être accessible sur tous les supports, puisque premier quotidien de France, mais aussi dans le top 3 des audiences médias, des grands sites de presse. Donc aussi le souhait d'être accessible partout et pour tous. Et puis autour de cette accessibilité, évidemment, le sujet de la proximité avec nos 700 journalistes sur le terrain. Évidemment, ça nous permet d'être partout sur une actualité qui parfois et au début peut avoir une résonance extrêmement locale, mais qui dit aussi beaucoup de choses de ce qu'est l'actualité de la société française, les fameux signaux faibles. Quelque part, pardon s'il y a des représentants d'agences de presse, les premières agences de presse en France, ce sont les quotidiens locaux, puisque ce sont eux qui détectent l'information locale et laquelle derrière, en règle générale, est reprise plus largement. Et c'est une excellente chose, puisque notre mission avant tout, c'est d'informer. Donc plus on informe largement, mieux nous nous portons. Le temps passe. Florence, ce que tu as entendu, d'abord l'étude présentée à l'instant sur la représentation des femmes de la publicité, les médias qui font tous des choses, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt exemplaires. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je trouve qu'il y a quand même une mieux-disance globale. Je crois en tout cas il y a des volontés. Au niveau de Publicis Média, ton poste a été une création il y a 1 an et demi pour finalement, plus ou moins. En tout cas, tu es en charge de la RSE et d'essayer de faire infuser auprès d'abord de vos clients, les annonceurs, et puis également auprès des médias, toutes ces piliers de la RSE, c'est ça? Oui, non, je faisais le signe de tête parce que c'est septembre, donc c'est un peu moins d'1 an et demi. Quand même. Oui, il y a un peu moins d'1 an et demi. Mais tu es la première à ce poste, on va dire. Voilà. Ouais, il y avait des choses qui étaient faites avant, mais l'idée, c'est effectivement de structurer beaucoup mieux ce qui avait été fait et d'avoir, enfin ça a été dit sur d'autres sujets, mais d'avoir aussi une feuille de route. Donc je rejoins beaucoup ce que disait Corinne tout à l'heure sur l'idée d'avoir une feuille de route sur ce qu'on doit faire nous en interne et ce qu'on doit faire avec nos clients. Donc on a vraiment cette double lecture. Et on a défini des axes très précis avec évidemment l'empreinte environnementale dont on a beaucoup parlé, mais pas que. Les représentations sociétales, ça en fait parler. Et aussi l'équilibre démocratique. Donc ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit. Nous, notre rôle, c'est à la fois en interne de faire monter en puissance tout le monde sur ces sujets-là, comprendre quel est notre rôle dans l'écosystème. C'est pas notre argent, c'est l'argent des clients. Nous, on a un rôle de conseil auprès d'eux par rapport à leur performance de marque, mais aussi changer un peu de braquet et voir autre chose que la performance en volume ou juste sur la marque, mais aussi de redonner à voir tout le rôle de chaque média par rapport à d'autres items, notamment l'utilité sociétale qui en fait partie. Donc voilà, on travaille avec nos clients aussi là-dessus et il faut que les gens soient formés en interne. Donc on a par exemple le comité Positive Média qui sont des sessions d'ateliers de travail avec nos clients où on reprend en fait ce que font les régies, à quoi sert le média, etc. pour
sortir de juste la vision carbone en termes de responsabilité. Voilà, tu me disais que les annonceurs fassent le choix de médias planning éclairés. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça les comités positifs médias en fait. Hein, où là, c'est ça. Carrément, vous êtes dans une formation à grande échelle de vos clients, de vos annonceurs, mais surtout des collaborateurs. Oui, alors on a beaucoup parlé de collectif tout à l'heure. Effectivement, nous, c'est un peu le leitmotiv de se dire, de toute façon, c'est un problème complexe, la RSE. Donc, comme tout problème complexe, il ne peut se résoudre qu'avec l'intelligence collective. Ça a commencé il y a 3 ans avec les Positive Media Project qui permettent de mettre ensemble les clients, les régies, nous, les agences, pour réfléchir à des solutions concrètes sur les médias responsables. Et là, c'est une autre incarnation de ça, avec l'idée de revoir le média planning de manière un petit peu différente, et en travaillant avec les experts, l'équipe conseil, l'équipe RSE et le client, et de choisir ensemble des directions. Donc c'est pour ça qu'on demande aux régies des infos sur ce qu'ils font en interne, sur ce qu'ils ont comme offre. On met un peu tout ça ensemble et puis on réfléchit avec le client ce qui est le plus important pour lui. Donc il n'y a rien de scientifique là-dessus, c'est vraiment du débat. Mais plus on a des régies qui partagent, plus on peut avoir justement une vision juste des choses et plus le client peut faire des choix éclairés sur son média planning. Quelles sont les attentes actuellement des annonceurs? Parce que évidemment, d'abord, ils parlent à des consommateurs à travers les différents médias et vous par votre intermédiaire. Mais c'est quoi leur question? Est-ce qu'ils savent où ils vont? Est-ce qu'ils ont leur feuille de route à eux? Mais est-ce que les directeurs médias ont une vision RSE qui est assez éclairée? En ce moment, c'est quoi les questions que vous avez le plus? Déjà, le premier point, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est que souvent, le premier point, c'est le carbone. Nous, on vient souvent nous voir quand on nous parle de ça, en nous disant comment je réduis l'empreinte carbone de mes campagnes. Ce qui est très bien, ça a été dit, je ne vais pas redire ce qui a été dit, c'est une manière d'aborder le sujet. Mais nous, assez vite, on leur dit, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, forcément, l'argent des médias, il finance aussi une presse libre, il finance, c'est tellement essentiel dans la démocratie que nous, ça fait partie tout de suite des sujets qu'on aborde en disant, si on regarde que le carbone, par exemple, on se dit, la presse, ça consomme beaucoup de carbone, on va ralentir la presse. Mais c'est pas si simple que ça en fait, et ce serait hyper dangereux d'avoir cette vision-là. Donc nous, on a un rôle aussi d'acculturation, de pédagogie hyper forte. On travaille avec nos clients, on a travaillé avec Heineken par exemple aussi sur ce sujet-là, de se dire comment on regarde ce sujet-là, mais au prisme d'autres sujets. Parce qu'encore une fois, c'est essentiel, on le sait, sur la presse locale par exemple, si les gens arrêtent de lire la presse locale, ils vont moins voter. La lutte contre les fake news, elle se fera pas si on n'a pas des rédactions fortes qui ont les moyens de bien travailler. Donc en fait, on est tous responsables aussi de ça. Il y a des initiatives comme les relocalisateurs. Ah pardon. Okay. Merci beaucoup Florence d'avoir invité chacun à continuer à lire. Merci François. Merci à tous d'avoir participé à nous acculturer justement et à identifier la façon dont vous embrassiez ces feuilles de route.